Je suis toujours dans ce studio avec Véronique Jacquier, avec Jules Torres. Nous allons parler de la gauche. Là aussi, ça a secoué aujourd'hui la gauche, divisée plus que jamais. Alexis Corbière vient de tweeter il y a quelques instants. Il s'est fait huer, Alexis Corbière. Huer, mais c'est quand même place de la République. Traité de traître. La fin de mon discours, place de la République, écrit-il tout à l'heure, un plaidoyer pour l'unité de NFP, pour une candidature commune, sifflée par quelques sectaires irresponsables. Ils n'étaient pas quelques. Non, ils étaient nombreux, oui, mais ils sont souvent à gauche, vous savez. Oui, évidemment. Une division qui nous mène à la défaite si nous n'y mettons pas un terme. C'est vrai que, alors racontez-nous, alors je sais pas, Jules Torres. Non, mais je trouve ça dingue en réalité que quelqu'un comme Alexis Corbière... Il a été évincé de la France Insoumise. Il est d'ailleurs parti de la France Insoumise. Je ne comprends pas qu'il se rende encore à ce type de manifestation. Il est, je sais pas moi, il est sadomasochiste. C'est pas possible. Et à se rendre dans cette manifestation, alors même que le Parti socialiste, le Parti communiste n'y participent pas, que de nombreux cadres d'Europe Écologie Les Verts qui sont en désaccord avec Marine Tondelier n'y vont pas. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-dedans ? Eh bien, il ne pouvait arriver que ça, appeler à voter contre Marine Le Pen, appeler à se battre contre une pseudo-extrême droite, une fantasmagorique extrême droite, eh bien, à l'arrivée, le résultat, qu'est-ce qu'on retient de cette manifestation ? On retient deux choses, que c'était pas une manifestation de la gauche, c'était une manifestation qui s'est transformée en manifestation pro-palestinienne, et c'était une manifestation, et où bien la gauche a montré toutes ces divisions. La gauche a hué l'un des leurs. Je ne sais pas si on se rend compte. Est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus rien à faire? Manuel Valls parlait de gauche irréconciliable, mais c'est même plus que ça aujourd'hui. Ils se détestent, ils se vouent aux gémonies, et la candidature unique à gauche, eh bien, c'est un leurre. Elle n'arrivera jamais. Il y aura un départ qui sera éclaté de cette présidentielle-là, mais je ne comprends pas comment on peut être aussi intelligent qu'Alexis Corbière, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, et eh bien, participer à ce genre de manifestations qui ne peuvent terminer que mal. Véronique Jacquier. Je pense que Alexis Corbière est effectivement un petit peu maso quand même. Il y a une forme de masochisme, mais bon, voilà, son ADN, c'est d'être un militant, c'est d'être un homme de gauche, et il s'est sans doute dit, je ne peux pas ne pas y être. Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que là, on est beaucoup plus loin qu'une gauche qui pourrait avoir des tenants irréconciliables. On a effectivement une forme de haine avec des gens qui ne se pardonnent rien. Mais quel exemple donne-t-il aux Français ? Comment voulez-vous même qu'on leur fasse confiance pour les porter un jour au pouvoir ? Parce que quand vous semez de la haine, de toute façon, vous générez de la haine. Il n'y a rien d'apaisant dans le visage qu'a montré aujourd'hui cette gauche-là. Donc, ça me paraît quand même très, très, très inquiétant. Alors, rappelons qu'en plus, même au sein du Parti Socialiste, là aussi, ça se divise. Il y a le Congrès. Il va y avoir quand même le congrès du PS à Nancy à la mi-juin, et Olivier Faure est contesté par Boris Vallaud. Il y a d'autres candidats. Enfin là non plus, c'est pas gagné, mais vous vous rendez compte que ça veut dire que c'est des gens. Enfin, on a l'impression qu'on est que dans des batailles d'ego avec des gens qui ne sont pas capables d'être plus grands que ça, de s'extraire pour construire un vrai projet pour la France avec une véritable vision. On est dans une basse époque avec vraiment des gens qui font de la basse politique. Voilà, Manuel Bompard qui avait aussi mis un petit taquet à la gauche au passage. Bien sûr. Le PS à la gauche, je dis encore la gauche. Le PS, le Parti Socialiste, qui n'était pas présent, voilà, qui n'était pas présent aussi dans les rangs tout à l'heure place de la République. Olivier Faure, mais attendez, vous avez vu, c'est intéressant parce que le PS n'était pas présent, mais on fait ce procès à Olivier Faure justement de rester ambigu vis-à-vis de la France Insoumise. C'est-à-dire, tu veux être encore le patron. Oui, mais on est d'accord, mais il fait pas de choix. Tu veux rester le patron du PS, mais tranche avec la France Insoumise. Lui, pourquoi il ne tranche pas ? Parce qu'elle est municipale de 2026 et qu'ils vont être évidemment obligés de s'acoquiner pour conserver des postes et essayer d'en gagner. Voilà. Bon. Non, mais ce qui est bizarre chez Olivier Faure, c'est qu'il n'a pas véritablement de colonne vertébrale et ni de cohérence idéologique. Il y a 2 semaines, la France Insoumise a organisé une grande manifestation contre le gouvernement Bayrou, contre l'extrême droite, les médias et ses relais, une manifestation auréolée d'une jolie affiche antisémite contre Cyril Hanouna. À ce moment-là, ça ne le dérangeait pas. Bon, c'est certes, il l'a disqualifié dans les médias cette affiche, mais ça l'avait pas empêché de dire qu'il manifesterait avec la France Insoumise. Lui, il était du côté de Toulouse. Aujourd'hui,
il refuse d'y aller. Pourquoi ? Il n'y a aucune bonne raison. Olivier Faure, eh bien, en effet, Véronique l'a dit, eh bien, il fait de la politique au gré du vent. Semaine A, il est pour la France Insoumise. Semaine B, il est contre la France Insoumise. Semaine C, il est non aligné. Donc, on ne comprend pas bien où il va. Après, il y aura ce congrès en juin. Est-ce que la ligne Faure va dominer ? Je ne sais pas. Est-ce que il y aura des membres comme François Hollande par exemple qui voudront essayer de jouer leur carte, ça c'est possible, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Heureusement que je suis pas électeur de gauche et je crois que Véronique non plus, mais ça ne nous regarde pas. Mais oui, le vote est secret, depuis 1913. Voilà. On a installé des isoloirs dans les bureaux de vote, mais voilà, on a du mal à comprendre où ils vont. Il y a un seul parti où on sait où il va, c'est la France Insoumise. Là, pour le coup, il n'y a pas de division. Ils ont ils sont ensemble, ils sont soudés. Et d'ailleurs, on l'a vu, ils étaient nombreux sur l'estrade. Après, est-ce que leur projet politique pourra aller au bout et gagner la présidentielle ? Ça, c'est une autre chose, parce que les sondages, pour l'instant, sont corrects, mais ils ne sont pas exceptionnels pour personne d'ailleurs à gauche. Bon, je voudrais juste quand même qu'on revienne aussi sur cette image, les drapeaux palestiniens, encore une fois. Que font les drapeaux palestiniens place de la République à Paris ? Je répète, que font les drapeaux palestiniens place de la République à Paris dans un rassemblement de la gauche pour dénoncer... Attendez, mais écoutez bien, parce que c'était quand même un rassemblement anti-RN. Ils font quoi les drapeaux palestiniens là-dedans ? Véronique Jacquier. On se rend bien compte que la gauche là fait du clientélisme. Anti-sionistes. Même moi j'ai du mal à le prononcer. Mais attendez, il y a beaucoup de anti-sionistes. On a vu depuis le 7 octobre... que d'une façon totalement décomplexée. Oui, mais je ne veux pas que ça continue qu'on passe. Les drapeaux palestiniens, on s'y habitue. Non, on s'y habitue pas. Non, mais bien sûr. Il ne faut surtout pas s'y habituer. Ça, c'est évident. Ouais. À qui parle la gauche, encore une fois ? Alors vous allez me dire oui, je connais déjà la réponse, mais vous connaissez ma réponse ? Mais non, je la connais peut-être pas en entier. Jules Torres. Non mais à qui il parle à leur électorat qui vise pour 2027. Palestiniens dans 1000, c'est ça, je crois qu'on. Oui, bien sûr, il y avait a priori 5000 personnes, dont 1500 manifestants pro-palestiniens. Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était pas une manifestation pour la gauche. C'est encore une fois la gauche qui se fait noyauter de l'intérieur par ses propres démons, si je puis dire. C'est-à-dire que le sujet pour eux, c'est uniquement ce qu'il se passe à Gaza. Mais vous savez, c'est pas étonnant. Regardez quelqu'un comme Aymeric Caron. Ça fait des semaines qu'il n'a pas tweeté qu'il n'a pas fait de tweet, qu'il n'a pas réagi sur la politique nationale. Rima Hassan, elle est élue depuis juin 2024 au Parlement européen. Je peux vous dire que moi, je l'ai pas entendu sur le traité du Mercosur, le traité du CETA encore moins, les négociations en ce moment, les tarifs des droits de douane. Rima Hassan, ça, elle s'en fout. Non, il y a que Gaza qui l'intéresse et de temps en temps, elle se permet une petite incise en reprenant tous les éléments de langage du régime algérien pour se payer Bruno Retailleau et la France. Donc voilà. Ces gens-là ne sont intéressés que par une chose, parce que Jean-Luc Mélenchon, il a donné un ordre qui était clair. En 2022, j'ai raté le second tour de 400 000 voix. Ces 400 000 voix, je vais pas aller les récupérer chez l'électorat de la classe moyenne supérieure. Je vais pas aller les récupérer chez les ouvriers blancs qui votent aujourd'hui Marine Le Pen. Non, je vais aller les récupérer dans les banlieues. Ça, c'est clair, c'est dit. Il l'a dit dans une manifestation, souvenez-vous, fin septembre, où il nous disait, ne vous inquiétez pas, les ruraux maintenant, on s'en fiche maintenant, c'est les banlieues. Donc voilà, en faisant ça, en mettant en scène ces drapeaux palestiniens, en mettant la Lady Gaza, Rima Hassan sur le devant de la scène, le seul objectif, c'est d'aller draguer un électorat musulman. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, mais les musulmans doivent être très choqués de ce genre de choses, parce que les musulmans, ce sont pas des islamistes. Les musulmans, ce ne sont pas des antisionistes. Donc en réalité, ils font de la petite politique, de la politique politicienne qui ne mènera à rien. Et je peux vous dire qu'avec ces outrances, avec ces dérapages, en 2027, ça ne paiera pas, parce que n'importe quel candidat, même mon petit frère, il pourrait se retrouver face à Jean-Luc Mélenchon, il gagnerait. Et pourtant, mon petit frère, c'est pas un as de la politique. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Kéran. Kéran. Ça veut dire poutre de bois en arménien. Voilà. C'est vrai ? Oui. Ah oui, d'accord, ok, je savais pas, vous on l'embrasse. Oui, bien sûr. On l'embrasse, effectivement. Il reste une minute. Je découvre à l'instant la déclaration de la presse de Jean-Noël Barrot, qui est en ce moment en Algérie. Vous avez évoqué l'Algérie. Que dit-il ? Il écrit, alors, 2 choses. La France souhaite tourner la page des tensions actuelles pour reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé avec l'Algérie. Il remercie le président Tebboune pour son invitation. Il dit aussi un mot, on va en parler dans la deuxième heure, pour Boualem Sansal. Est-ce qu'il va revenir avec Boualem Sansal ? Circuler, il n'y a rien à voir. On se couche devant l'Algérie. Tout ça pour espérer récupérer Boualem Sansal, parce que l'Algérie a dû dire c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on échange, on veut quelque chose, et on se couche, mais on n'est peut-être
que Boualem Sansal va rentrer. On peut Non. peut-être Non. être dans le rétablissement d'une relation avec l'Algérie tout en se montrant ferme et exigeant, voilà, pour Une relation d'égal pour à leur égal. tenir la dragée haute. Une relation d'égal à Oui, égal. dans cette voilà. affaire, il n'y a que l'Algérie qui joue le rapport de force. Partenariat d'égal à égal, serein et apaisé. Merci beaucoup Véronique Jacquier, ce fut un plaisir de À vous avoir bientôt, sur la ce semaine plateau. prochaine. Merci. Oui, bien sûr, à la semaine prochaine. Voilà, j'appelle de mes voeux, comme l'a fait le président de la République Emmanuel Macron, auprès du président Tebboune, un geste d'humanité au regard de son âge et de son état de santé. On va en reparler dans le journal. On va en reparler également dans la deuxième heure.